Bien le bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto et on va regarder aujourd'hui particulièrement dans la partie marché. Vraiment on va essayer de pas se positionner, pas de prédire l'avenir parce qu'on ne peut pas le faire, bien évidemment attention à tous ceux qui vous disent qu'ils savent le faire, mais on va regarder un petit peu les différentes possibilités qu'on peut avoir d'ici 2 à 3 mois sur l'écosystème crypto. Du coup d'ici halving et surtout un petit peu après le halving. Donc on va regarder ça au moment du marché, donc à la fin de la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas louper ce que je vais t'expliquer, bien évidemment. Avant tout ça, on va regarder ensemble la partie des news. Pas mal de choses se sont passées, même si c'est un poil plus calme aujourd'hui, mais je vais te faire le point sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On reviendra sur les marchés juste après. Avant toute chose, n'oublie pas qu'on te fait des vidéos absolument tous les jours. Si tu aimes nos vidéos, n'hésite pas à lâcher un like dès le début. C'est le meilleur soutien que tu puisses faire au projet Blockchain Capital, à la société Blockchain Capital. Si jamais tu veux apprendre, comprendre, tu es au meilleur endroit, n'hésite pas à regarder notre site internet que tu retrouves directement en première ligne de description. Tu peux prendre nos services directement dessus. N'oublie pas que les services, notamment le service de premium, c'est un service qui est dans le futur. Bienvenue à tous les nouveaux, en tout cas tous ceux qui le prennent. Allez, on passe à la vidéo. Jingle! Bon, tu le vois, on a beaucoup de vert, mais du coup, ce vert nous a ramené dans une zone d'hésitation. Donc, c'est pour ça que je te mets le bleu derrière et on va justement revenir là-dessus parce que du coup, cette zone d'hésitation va être importante pour l'analyse qu'on va faire sur les 2-3 prochains mois. D'accord? On va revenir là-dessus, bien évidemment, avec aussi ce qui se passe sur le jour où c'est vraiment un gros vert, vraiment retour au vert sur pas mal de projets crypto, notamment retour de certains meme coins. On l'a déjà vu hier. Mais bon, on va regarder d'abord ce qui se passe au niveau des informations. Alors, tu l'as vu. Bitcoin est revenu et a repris 10% par rapport au dernier drop qu'il avait fait. Tu le vois bien ici en 5 minutes. Donc à chaque fois, les 63 200 que je t'ai placés ont vraiment bien fait leur taf pour le coup. Les 65 000, bon comme une lettre à la poste, hein, tout le monde s'en fout. Les points psychologiques actuellement sur Bitcoin ne travaillent plus du tout. C'est justement là où tu peux voir, et c'est intéressant d'analyser ça, que la psychologie en ce qui concerne les ETF, on n'y est pas du tout. Alors que la psychologie pour les gens retail comme nous, et ben du coup c'est beaucoup plus important. Les gens ils se disent oh la vache 65, 70, 60 etc. Là ça fonctionne un peu moins. Bref, en attendant la question se pose, est-ce qu'on pourrait retrouver le Bitcoin au niveau des 70 000 et au-delà et repartir et continuer à réaugmenter? C'est la question qu'on va se poser en fin de vidéo, donc reste bien connecté jusque là. On a le layer 2 donc Base qui établit de nouveaux records sur les volumes en termes d'échanges décentralisés. C'est assez fou ce qui se passe en ce moment. Tu sais qu'il y a eu une grosse mise à jour donc d'Encun sur le réseau Ether qui est là pour pouvoir permettre à tous les layers 2 de proposer beaucoup moins de frais lors de l'utilisation de ces layers 2. Ça n'a quasiment rien changé sur l'utilisation d'Ethereum pour l'instant. Donc c'est toujours un problème pour tous ceux qui veulent utiliser notamment Uniswap sur la version Ether. Parce que n'oubliez pas que si vous achetez, je sais qu'il y en a beaucoup des degen là, qui sont là pour essayer de prendre des tout petits projets qui se lancent et essayer de faire ce qui s'est passé sur Solana mais sur Ethereum. Faites très attention parce que le problème que vous avez sur cette partie là sur Ethereum, c'est que vous allez payer des frais qui sont énormes. D'accord ? Alors que ça ne se passe pas sur les layers 2. Donc potentiellement regardez s'ils sont disponibles sur du Uniswap Arbitrum, Uniswap Polygon, etc. Regardez un petit peu ce type de choses. En attendant, le layer 2 de Base est en pleine forme pour l'instant. Et justement, je vais venir sur le projet de Solana, parce que le Solana, tu vas voir, on va l'analyser aussi tout à l'heure par rapport à sa montée, sa progression, pourquoi il a progressé, etc. Mais on a ZakiXBT qui met en garde sur pas mal d'arnaques qu'il y a eu, enfin forcément comme d'habitude, quand tu as une grosse hype sur un sujet, tu as tous les arnaqueurs qui sont là, et là, ils sont bien revenus et en force sur le réseau Solana. Il t'a mis ici vraiment tous les rug pulls et toutes les arnaques qu'il a eu en pré-sale de tel et tel et tel token. Ça représente quand même 796 000 Solana, donc c'est quand même énorme, c'est plus de 150 millions de dollars. Bon, voilà, sur 33 pré-sales et franchement, il a extrêmement bien fait son taf. Si jamais ça vous intéresse d'être abonné à sa chaîne, allez-y. Mais vraiment, il vous fait le point, les dernières qui ont été, qui ont eu lieu, et surtout, il vous fait un point et vous l'a mis tout ça là-dessus. Regardez un petit peu si ça vous a touché, pas touché. Vous avez les liens des adresses, les tokens, etc., etc. Bref, assez drôle tout ce qui se passe sur le sujet. Mais bon. Affaire à suivre, on continue. On a la SEC donc qui est en campagne contre Ether et potentiellement ça pourrait directement toucher les ETF Ethereum spot qui seraient donc en difficulté. Tu sais, je te l'ai dit cette semaine, je l'ai dit la semaine dernière, c'est vraiment les montagnes russes sur les prédictions de est-ce qu'on va voir les ETF Ethereum spot
d'ici le mois de mars, avril, mai. On va voir. Pour l'instant, il y a des moments où on a 85% de chance, des moments où on a 35% de chance. Écoute, franchement, il faut arrêter de spéculer, il faut vraiment regarder ce qui va se passer pour l'instant parce que je t'ai dit, comme d'habitude, il y a une très grosse différence entre le projet Ether et le projet Bitcoin. Surtout que là, ils commencent à faire des ETF qui mettent du stacking. C'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de projets qui sont sur le restacking actuellement. Franchement, il faut regarder tout ce qui se passe, mais ça fait beaucoup de bruit. Justement, pour finir avec le Solana, actuellement, le Solana, en termes de volume sur 7 jours, eh ben, le Solana a dépassé Ether. Vraiment, tu le vois sur les exchanges décentralisés, sur la TVL, sur l'utilisation du réseau. C'est pas pour rien que le Solana a vu son prix exploser. C'est qu'il y a énormément, mais alors vraiment énormément de projets qui se créent dessous. Énormément de degen qui sont là pour essayer de faire de l'argent avec ces projets. Bon, il y en a à boire et à manger, il y a tout et n'importe quoi. Mais du coup, c'est repassé devant Ether et c'est vraiment énorme, 21 milliards de volume sur 7 jours. Quand tu vois qu'il y a quasiment 2 milliards de plus que ce qu'on a sur Ether, c'est vraiment énorme. Donc, ça ne pourra pas rester comme ça tout le temps, hein, parce que je ne pense pas que Ether, que Solana soit au même niveau de développement et de choses que qu'on l'a déjà sur Ether, en ce qui concerne l'utilisation. Déjà on a un certain problème qui commence à arriver, c'est à dire que tu le vois normalement si tu commences à utiliser Solana là par exemple sur tes exchanges, essaye d'utiliser, tu regardes, tu vas voir. Fais le test avec moi, utilise ton exchange, peu importe lequel, Binance, Bybit, OKEx, MEXC, tout ce que tu veux, et tu utilises le réseau Solana, tu vas voir qu'il y a marqué congestion du réseau Solana. Effectivement, le réseau Solana est un petit peu congestionné actuellement et tu as des frais qui sont beaucoup plus hauts que ce qu'on avait avant, d'accord? Avant on était sur quelques centimes et là on est sur quelques dollars, donc ça commence vraiment à faire mal, entre guillemets, et il faut trouver des solutions. Je t'ai déjà expliqué hier qu'il y avait pas mal de gens qui t'expliquaient qu'il fallait faire l'étude sur trouver la solution pour apporter de la scalabilité. Il y en a qui te disent qu'il faut faire des layer 2, il y en a qui te disent qu'il ne faut pas faire de layer 2. Bref, tu as Yakovenko qui dit surtout pas de layer 2. Bref, il y en a un peu à boire et à manger. On va suivre et on regardera bien évidemment tout ce qui se passe. Hier, c'était la réunion du FOMC, donc avec Jérôme Powell, qui a décidé de garder les taux à 5,5%. D'accord? Donc qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que tous ceux qui pensaient qu'on allait avoir une baisse de taux au mois de mars, et bien finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et j'ai même envie de te dire que pour le prochain, au mois de mai, pour l'instant, c'est pas du tout ce qui est prévu non plus. Du moins, le problème que j'ai, moi, et que qu'on vous a déjà expliqué plusieurs fois, c'est qu'en fait, la Fed, elle est censée, normalement, dans son métier, premièrement, déjà, mettre un taux... régler l'inflation entre 1 et 2%. Donc avec ça, ils ont notamment comme outil le taux, d'accord, de la banque centrale. Ok, ça c'est une chose. Le problème, c'est que déjà, ils n'y arrivent pas du tout. D'accord? Premièrement, ils n'y arrivent pas du tout. Historiquement, ils n'y arrivent pas du tout. Et deuxièmement, normalement, ils sont censés penser dans l'avenir. Ils sont censés avoir des plans d'avenir et savoir ce qui devrait pouvoir se passer, etc. Et là, le problème que j'ai, c'est que Jérôme Powell, à chaque fois qu'il y a ces FOMC, et c'est depuis déjà très longtemps maintenant, il explique: on attend et on agira en fonction des données qu'on récupère. Ben non, parce que c'est toi qui es censé faire les données. Je suis désolé, mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est vraiment ces augmentations ou ces baisses de taux qui font les données derrière, qui font l'inflation, qu'elle monte ou qu'elle baisse, etc. Et du coup, tu peux pas dire, surtout quand tu es à ce stade-là, bon, bah, on attend de voir les données pour pouvoir ajuster notre truc. C'est vraiment dommage et ça prouve à quel point il y a des gros problèmes dans la finance traditionnelle qu'il faut notamment trouver des solutions. Est-ce que toutes les solutions peuvent être apportées par l'écosystème crypto? Bah, c'est la question que je te pose. Est-ce que tu es plutôt pro-crypto, pas pro-crypto? Est-ce que tu penses que c'est juste là dans l'écosystème crypto pour se faire de l'argent? Oui, non, peut-être. Affaire à suivre. Pas mal de choses à voir en tout cas. Si tu ne connais pas Kelp DAO, eh ben, je t'invite à regarder la page qui a été faite sur Cryptost qui t'explique voilà, sur le restacking, comment ça fonctionne, avec notamment Eigenlayer. Alors, Eigenlayer, tu en as entendu parler par rapport à son airdrop. Le restacking, tu en entends énormément parler, notamment à Ether.fi que tu as forcément dû recevoir avec ton Binance.com qui t'envoie un mail, etc. qui dit est-ce que tu as reçu tes Ether? Bref, et la finance décentralisée, ça fait des années que tu le comprends. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Le restacking, c'est très nouveau. Là, c'est une solution native d'Ether sur Eigenlayer. Regarde franchement l'étude qui a été faite pour le Kelp, si jamais ça t'intéresse, que tu puisses voir un petit peu. Voilà, go, j'y vais, non, j'y vais pas. Je regarde un petit peu comment ça fonctionne, mais bon.
essayez de vous faire un petit peu piquer par la technologie, je pense que c'est toujours intéressant et important, surtout dans l'écosystème crypto. Oui, certes, on est tous là pour se faire de l'argent, mais c'est un métier de toute façon. Après, il y a aussi de l'utilisation et comprendre à quoi ça sert. Alors ça c'est assez drôle parce qu'on a Coinbase, donc dans les dérivés de Coinbase, qui sont en train de proposer un contrat futur sur le Dogecoin. Alors ça fait beaucoup de bruit parce que tu le sais très bien que voilà, les Américains, compliance, tu sais, essayer de mettre un petit peu tout carré, arrêter de faire du blanchiment, du genre de trucs, etc. Arrêter de dire que les cryptos ça sert à rien. Et qu'est-ce qui se passe? Coinbase, la principale société exchange centralisée, qui est plutôt un broker centralisé, bref, veut aller sur le plus gros meme coin, la plus grosse blague qui est donc le Dogecoin. Donc il y en a beaucoup qui t'expliquent, voilà, c'est une très bonne idée, il y en a d'autres qui vont dire, bah c'est une très mauvaise idée. Donne-moi ton avis un petit peu si t'es pro Dogecoin, pas pro Dogecoin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très pro Shiba aussi dans la communauté, mais bon bref. En attendant, ils sont en train de faire la demande auprès des régulateurs pour pouvoir proposer ce contrat de dérivative sur Coinbase. N'oubliez pas que Coinbase, le problème que j'ai avec Coinbase, c'est qu'il y a énormément de frais. Coinbase est ultra centralisé aux États-Unis. Coinbase centralise tous les ETF. Enfin bref, il y a un petit peu trop potentiellement de problèmes autour de Coinbase, mais du coup forcément ça fait pas mal de bruit. On a Charles Hoskinson qui parle beaucoup, toujours énormément, et là il a fait du coup un petit peu ses prédictions jusqu'à 2030 sans inclure ADA dedans, donc son projet, le Cardano. Je t'invite à regarder rapidement ce petit compte rendu qui fait moins d'une page sur un petit peu ce qu'il pense qui va se passer. Donc forcément il parle beaucoup de l'intelligence artificielle, forcément il parle beaucoup de l'innovation qu'il y a avec l'intelligence artificielle sur ADA, bref, et sur certains projets qui sont expliqués dessus. Je t'invite à regarder ça, je pense que ça peut être intéressant. On va revenir pour le XRP parce qu'effectivement il y a une double plus ou moins victoire pour le XRP avec un accord qui a été trouvé, ou du moins qui essaye d'être trouvé avec la SEC. C'est notamment de ne pas divulguer à partir de maintenant le dossier et tous les dossiers qui vont être dans ce procès, d'accord? Pour l'instant, c'est très flou ce qui se passe, et en tout cas c'est une demande qui devrait normalement être approuvée, mais voilà, c'est de dissimuler à la communauté XRP et à l'ensemble du monde la crypto, les détails essentiels des mémoires qui se passent actuellement. Bon, franchement c'est complètement le bazar et c'est très flou. Il y en a qui disent que certaines dates clés ce serait le 22 mars, donc demain, hein, ou vous quand tu regardes la vidéo c'est aujourd'hui, et potentiellement ceux qui regardent en décalé. Il y en a qui disent que c'est plutôt le 22 avril, il y en a qui vont dire on va attendre le 20 mai pour le dépôt de dossier, etc. Hein. Et puis après, normalement la date initiale que je te communiquais c'était aux alentours de juin pour avoir la décision finale de la juge Torres, pardon, au sujet donc de ce fameux XRP en securities, etc. etc. Finalement, on regarde qu'avec tous ces délais, tous ces retard, etc., probablement on ne verrait pas de décision de la juge Torres avant la fin de l'année, donc avant la fin 2024, voire début 2025, d'accord? N'oubliez pas que potentiellement ce serait un très gros catalyseur de bull run, ça, et vraiment d'explosion du marché crypto si jamais on a une validation. Donc pour l'instant on ne l'a pas, pour l'instant on ne l'a pas, donc il va falloir suivre et comprendre et voir un petit peu ce qui va pouvoir se passer à l'avenir. Mais bon, pour l'instant, pas grand chose. Tu sais bien, il ne se passera rien sur le XRP tant qu'on n'aura pas ces informations-là, du moins, ou alors tant qu'on n'a pas de rumeurs qui tombent sur telle et telle chose. Donc le XRP, pour l'instant, très très bon stablecoin. On continue avec une très belle annonce sur la banque N26. Je ne sais pas si vous connaissez, mais la banque N26 proposait des cryptos dans beaucoup de pays de l'Union européenne et pas en France. Et ça y est, ils viennent d'officialiser et d'ouvrir l'offre N26 crypto à tous les clients français. Bon, c'est bien évidemment en partenariat avec un Bitpanda, donc avec un exchange centralisé. C'est obligatoire, hein, parce que N26 c'est une banque, donc il faut trouver un exchange centralisé. Donc là, c'était lequel? C'est Bitpanda, comme ça au moins vous savez un petit peu avec qui ils travaillent. Bon, comme d'habitude, hein, si j'ai envie de te dire, si tu veux acheter des cryptos et qu'en plus tu as ton compte sur Bitpanda, prends directement ton compte sur Bitpanda plutôt que de passer par une banque, même si cette banque-là est mieux que les autres, entre guillemets, sur certains points, nanana. Bref, tout ça pour dire que ça bouge quand même, pas mal de choses qui se passent. Si jamais tu veux voir un petit peu l'interview qui a été faite par Cryptost sur le sujet, voilà, ça bouge, sache que ça bouge et c'est pas prêt de s'arrêter de bouger en tout cas. Il y a un bilan qui est tombé encore une fois sur l'étude du butin de guerre entre guillemets de la Corée du Nord sur leur potentiel milliard en crypto. Alors là, il faut prendre tout ça avec des pincettes parce que tu sais très bien qu'on n'a absolument aucune information officielle
Donc on sait même pas si c'est vrai, pas vrai, c'est loin de la vérité, c'est près de la vérité, c'est moins, c'est plus. Mais bon, apparemment, il y aurait à peu près 3 milliards de dollars en crypto qui seraient du coup détenus par la Corée du Nord, notamment grâce à des attaques, des hacks, des scams, etc. qu'on aurait pu avoir depuis 2019 jusqu'à 2023. Ça s'arrêtait en 2023, forcément, l'étude. Franchement, si ça t'intéresse, c'est le journal du coin qui s'est penché un petit peu dessus. Ça mérite le temps de passer un petit peu dessus pour regarder ce qui se passe. Ça bouge un petit peu chez Polygon avec la mise à jour Napoli pour pouvoir commencer à faire de l'implication des roll-up sur du coup le nouveau, enfin le nouveau ZK roll-up donc de Polygon, avoir du coup avec le pôle, etc., changer de matic. Si jamais ça t'intéresse, je te mets l'article comme d'habitude dans le Discord. Je t'ai oublié de te le dire, mais d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour faire partie de la famille. Et n'hésitez pas, si vous voulez avoir les cours, avoir la discussion privée, un petit peu l'alpha, de regarder un petit peu notre offre premium. Bienvenue à tous les premiums qui nous rejoignent en ce moment. Vous pouvez prendre 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais maintenant, vous n'avez plus le surcoût qui était pour 1 mois. Donc, je pense que ça peut être intéressant de venir tester sur 1 mois. Voilà, vous vous rendez compte. Bim, vous récupérez un petit peu les infos que vous avez dessus. Et après, vous pouvez faire votre propre avis et rester potentiellement plus longtemps. On voulait informer aussi sur nos réseaux, mais on a un CryptoPunk qui vient d'être échangé contre 16 millions de dollars. 16 420 000 dollars. Voilà, ça bouge encore. Bon, alors bien évidemment, il y en a beaucoup qui t'expliquent que voilà, bien évidemment, ce serait juste 2 baleines entre elles qui se sont accordées pour faire un petit peu de bruit. Oui, non, peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas, on a un vrai regain de nouveau là une petite appétence sur les NFT. Alors les premiums le savent déjà depuis le début de la semaine, parce que je vous ai fait un compte rendu pour les NFT sur les premiums sur le Discord comme d'habitude. Et voilà, donc on a les NFT qui reviennent, du coup la partie collectible des NFT, n'oubliez pas que les NFT c'est une technologie qui va bien plus loin que juste des images et surtout juste des images pixelisées. Bref, en attendant, si ça vous intéresse, on peut en reparler bien évidemment dans le Discord, mais bon, voilà, petite vente historique que je voulais vous partager. On a Optimism aussi parmi les Layer 2, tu vois qu'il y a pas mal de Layer 2, ça bouge depuis Denkun, je t'ai expliqué Base, je t'explique Polygon, je t'explique Optimism, pas mal de mises à jour, pas mal de mouvements au sein des Layer 2. Sache que l'utilisation des Layer 2, elle, pour le coup, les frais ont été divisés par 2 depuis par 10 en moyenne depuis Denkun, donc c'est quand même quelque chose qui a bien bougé, ça fait du bien. On a Alexei Pertsev, désolé pour ton nom que j'ai écorché, qui est accusé d'avoir blanchi 1 milliard 200 millions avec Tornado Cash. Tu sais que Tornado Cash, c'était la solution donc de faire tourner tes bitcoins pour pas qu'on puisse savoir d'où ils viennent, etc., etc. C'est tendancieux comme truc, mais en même temps, quand tu as enfin moi par exemple, je suis Elon Musk ou je suis quelqu'un qui a potentiellement un gros pouvoir d'achat, mais j'ai pas forcément envie que les gens sachent exactement ce que j'achète, etc. J'aimerais bien pouvoir avoir la possibilité de pouvoir brouiller les pistes, entre guillemets. Après, bien évidemment, forcément, si tu es un criminel, c'est plus simple pour toi. Bon, voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Normalement, l'écosystème crypto, c'est quand même mieux de pouvoir rester sur la partie libre. Du moins, c'est ce qui était prévu, comme le disaient les cypherpunks, donc qui ont créé Bitcoin. Ça y est, on arrive sur le point de marché que tu attends depuis tout à l'heure. Donc, est-ce que je te montre rapidement? Si je vais te montrer ça juste avant, parce que c'est intéressant et on va surveiller les prochains jours, parce que là, ça fait 3 jours consécutifs, comme tu peux voir ici, qu'on a des sorties sur les ETF. D'accord? Alors, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les ETF, les principaux ETF et surtout le principal ETF, celui de BlackRock, a eu que des entrées, que des sous qui rentrent. Il va falloir surveiller le moment où il va commencer à y avoir des sous qui vont sortir. Forcément, à un moment, prise de bénéfices, sortie, perte, il va falloir voir comment le marché s'en sort. Parce que beaucoup l'ont dit, je suis le premier sur ces analyses, les cartes ont changé un petit peu de main, effectivement, parce que, ça c'est Asher qui vous l'a expliqué aussi, enfin bref, c'est pour le citer sur ces trucs-là, mais après chacun son avis. Mais il faut faire avec, c'est-à-dire que maintenant qu'on a les ETF, il faut être conscient que les ETF ont un certain pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une grosse partie des cryptos qui sont là, et surtout c'est pas tant les ETF, c'est les institutions qui sont derrière, qui détiennent beaucoup de Bitcoin, d'accord, et que potentiellement il y a un moment où elles vont prendre des bénéfices, et malheureusement c'est pas comme toi et moi quand on prend des bénéfices de 5, 10, 15 000, eux ils vont vouloir prendre des bénéfices de millions voire de milliards, et du coup ça peut faire énormément de bazar sur les marchés.
Voilà, donc on verra bien ce qui se passe. On n'est pas non plus au stade d'être dépendant des États-Unis, d'être dépendant des institutions, comme je peux le voir dans certains commentaires, mais il faut en être conscient que les cartes changent un petit peu de main avec du coup l'arrivée des ETF qu'on a connu en février 2024. Donc aujourd'hui, pas forcément de grosses news. On a eu les PPI qui n'ont pas fait grand chose sur l'écosystème crypto, et demain, il ne va pas se passer grand chose non plus. On va avoir un petit summit sur l'Europe. Mais bon, bref, on a eu le FOMC cette semaine. Je t'en ai déjà parlé. C'était surtout ça qui était important. Donc, tu le vois bien. On a beaucoup de vert sur l'écosystème crypto. Mais ce n'est pas tant ça que je veux que tu retiennes. Parce qu'en fait, ce vert nous a réintroduit dans la zone qui est la zone d'hésitation. Donc, je te montre ça. La zone d'hésitation, c'est le retour entre les 63 et les 73 000. Si ce n'est particulièrement le retour entre 65 et 70, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est la zone de l'ATH de 2021 qui est toujours... Franchement, c'est le bazar dans cette zone. Parce que, et c'est la première fois que ça nous arrive, parce que d'habitude, quand on avait un dépassement du dernier ATH, on explosait très rapidement. Là, pour le coup, pas du tout, on galère. Il ne se passe pas grand chose, limite plutôt on est en train de respirer, tu vois bien, qu'on est en train d'exploser à la hausse. Comme je vous l'ai dit, c'est un bull run pour l'instant, mini bull run selon moi, qui n'est pas réellement un bull run parce qu'il n'y a que Bitcoin, bref, je te passe encore les détails, mais on est de retour dans l'hésitation. Donc c'est pour ça que je t'ai mis la lumière bleue, et c'est pour ça que si tu avances un petit peu ici, donc, et que tu regardes un petit peu à horizon plus loin et que du coup tu dézoomes, donc tu vois bien là on est en mars, donc après avril, mai et juin, je vais te montrer un petit peu ce qui est possible d'être fait jusqu'à voilà, juin. Donc tu sais que en avril, c'est aux alentours du 15-19 avril, je crois, ça change tous les jours, donc de toute façon on s'en fout, qu'on devrait avoir le halving de Bitcoin. Bon, ceux qui détestent voir le Bitcoin comme ça, au pire je peux vous le mettre là sans mes graphiques si ça vous intéresse, bref, on s'en fout. Vous pouvez voir que Bitcoin a bien évidemment fait que de monter, notamment depuis le 7 février, surtout depuis le 26 février, le jour où on a eu l'annonce donc de MicroStrategy comme quoi ils rachetaient du coup 3000 Bitcoin. Après ils en ont racheté 12 000 et après ils en ont racheté 9000. Je t'ai informé de tout ça dans les dernières vidéos si tu avais pu regarder tout ça. Mais surtout tu sais très bien qu'on est monté fortement depuis le 15 octobre, le jour où on a annoncé, du moins les rumeurs autour des ETF Bitcoin Spot, d'accord? Et depuis ce jour-là, on n'a fait que de monter. On a eu une grosse zone d'hésitation là à partir de la fin de l'année, ce qui est à peu près normal. Et après, on est vraiment reparti. Alors d'un point de vue d'analyse technique, d'accord? Alex vous l'explique beaucoup, on n'a plus grand chose à aller rechercher en bas, théoriquement pour l'instant tout va bien, du moins en termes de trading. Donc du coup potentiellement aller chercher aux alentours des 59, bref je vous laisserai regarder un petit peu ce qui se passe chez Alex. En ce qui concerne les informations macroéconomiques, d'accord, ce qu'il faut relier aussi au marché, c'est-à-dire que là on a eu une explosion du Bitcoin uniquement parce qu'en fait on a déplacé de l'argent, on n'a pas réinjecté de l'argent, ça c'est important. C'est-à-dire que c'est de l'argent de la finance traditionnelle, là on en est conscient, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois on n'était pas sûr que c'était ça qui se passait, là on en est conscient. C'est la finance traditionnelle qui a pris de l'argent des institutions et de leurs différents placements et qui l'a déplacé sur les ETF. Pourquoi? Parce qu'en fait on a ces taux qui sont beaucoup trop hauts et ils ne peuvent pas faire leur travail de finance traditionnelle qu'ils faisaient avant et ils se disent bon tant que les taux sont hauts, première hypothèse, tant que les taux sont hauts, nous on va aller sur quelque chose qui est différent, qui est nouveau, les ETF Bitcoin Spot. Il y en a qui t'expliquent que une fois que les taux vont baisser et potentiellement à partir de juin, il va y avoir ce changement et que du coup les institutions vont retourner sur ce qu'elles savent faire et prendre des bénéfices sur cette partie là. Donc il y en a certains qui t'expliquent qu'on pourrait avoir un gros crash d'ici cet été de la part des institutions parce qu'ils vont prendre des bénéfices et parce qu'ils vont retourner sur ce qu'ils savent faire, la finance traditionnelle. Bon, après vous faites votre avis, c'est comme vous voulez. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que comme les taux sont hauts, il n'y a pas eu de nouveaux dollars qui ont été réinjectés, pas de nouveaux euros qui sont les principales, désolé pour le micro, monnaie. Et du coup, il n'y a pas de nouvel argent, du moins pas beaucoup de nouvel argent qui est réinjecté sur les marchés. C'est pour ça que c'est très différent de ce qu'on a eu en 2021, là où il y avait énormément de nouvel argent et que du coup, les cryptos pouvaient monter très fort, d'accord?
Donc, il y en a beaucoup qui t'expliquent que si jamais on a une chute, il faudrait refermer déjà le 26 février, donc refermer aux alentours des 51 000, d'accord? Donc si tu prends le top et que tu retournes aux 51 000, ça fait quand même 30%. Donc c'est pas impossible de reperdre ces 30% sur ces 3 prochains mois, d'accord? Ça serait pas vraiment catastrophique quand tu regardes ça, tu vois, de retomber ici. Il y en a d'autres qui t'expliquent que c'est pas du tout assez et qu'il faudrait au moins aller refermer à partir de janvier la hausse qu'on avait fait du coup aux alentours des 39 000. Donc là si tu prends le plus haut et que tu reviens voir les 39 000, on arrive sur du 47%, d'accord? Donc encore une fois, c'est pas impossible. Je te donne les différents paliers qui sont vraiment retenus un petit peu par les différents analystes. Et tu en as d'autres qui t'expliquent qu'il faudrait aller refermer les 27 000, soit le début du pétage de cap d'octobre et des ETF, d'accord? Effectivement, ce serait logique, d'accord, en termes d'analyse, que les ETF l'ont fait pousser. Si les ETF commencent et les institutions qui investissent dessus commencent à retirer, c'est normal qu'on revienne au moment où on est rentré sur cette partie-là en termes de rumeurs. C'est-à-dire que voilà, on a pricé, on retourne. Et c'est ce qui a toujours fait Bitcoin d'ailleurs. C'est-à-dire que Bitcoin a toujours, pour l'instant, répondu non à la centralisation des news. D'accord? Enfin, aux news centralisées, pardon. Peu importe hein, si c'est à la hausse ou à la baisse, d'accord? On l'a déjà vu plusieurs fois à la hausse, après ça retraçait, on l'a vu à la baisse, FTX notamment, et après on remontait et on bloquait. Je peux te le montrer un milliard de fois, mais normalement ceux qui sont abonnés à cette chaîne, vous l'avez déjà vu, et si vous n'êtes pas encore abonné, regardez les différentes vidéos que je vous ai postées. Bref, donc il y en a beaucoup qui te disent que c'est pas impossible qu'on arrive jusque là. Ça ferait quand même très mal, hein, parce que depuis le plus haut qu'on a eu, ça se trouve c'est pas le plus haut qu'on verra, hein, ça se trouve tu vois bien que la Bitcoin pourra remonter encore peut-être encore plus haut après, ça ferait quand même 63% de baisse sur Bitcoin. Donc c'est pas impossible parce que regarde, si tu regardes sur le graphique, juin c'est ici, hein, 1er juin, 6 juin, etc. Donc c'est pas impossible qu'on revienne ici. Tu vois, graphiquement parlant, c'est pas du tout impossible. Ce serait une hécatombe parce qu'il ne faut pas oublier que quand Bitcoin chute de 50-60%, on a les altcoins qui prennent 70, 80, 90% dans les dents. Sachant qu'ils n'ont pas beaucoup progressé pour certains de cette montée, ça peut faire vraiment beaucoup de mal à l'écosystème crypto. Et là, on est sur 2500 milliards sur tout l'écosystème crypto. Ça ferait retomber aux alentours des 1000 milliards et ce serait vraiment une belle hécatombe. Mais c'est pas impossible, d'accord? Il faut pas... les crashs comme ça, boursiers ou n'importe quoi, on en a déjà connu énormément hein, dans l'histoire de la bourse traditionnelle et ça arrive sur les cryptos aussi. Donc c'est pas impossible. On verra bien. On verra bien. Il y en a certains qui t'expliquent comme moi que le retour à 22 000 pour pouvoir fermer l'autre qu'on avait eu depuis mars 2023 qui était dû à la chute des banques de l'année dernière, c'est pas impossible. Bref, encore une fois, là, c'est de plus en plus loin. Bref, d'accord, donc ça c'est là l'hypothèse à la baisse, d'accord, ça c'est premièrement. Deuxièmement, il y en a qui t'expliquent qu'on devrait stagner et pas faire grand chose, rester aux alentours des 69 000 $. Pour moi, ça je l'enlève cette hypothèse parce que historiquement de voir un Bitcoin flat pendant des mois là, c'est presque inimaginable. C'est presque inimaginable parce que je ne vois pas pourquoi Bitcoin ferait rien là où tu as beaucoup de marchés qui bougent, qui sont comme Bitcoin le fait. D'accord? Donc je vois pas pourquoi ça se passerait dans ce sens-là. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais par contre, un scénario à la hausse, d'accord? Donc là, je vais te remettre l'autre avec les différents points plus hauts que je t'ai mis, voilà, et donc de pouvoir repartir. Et tu en as certains qui t'expliquent que d'ici mai, juin, si on continue à monter comme ça, on pourrait être aux alentours des 90 voire 100 000 $. Et ça, c'est si jamais on veut continuer cette belle progression. Quand tu regardes le graphique comme ça, donc quand je te dézoome un petit peu, c'est clairement pas impossible. Mais est-ce que les institutions vont à elles seules suffire à faire monter le Bitcoin aussi haut? Parce que tu n'oublies pas que si ça monte, c'est pas juste le cours qui monte, hein. Ça veut dire que la market cap monte, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'investissement qui est fait. Et si tu regardes, passer de 66 000 à 90, 100 000 $ sur le Bitcoin, c'est une énorme augmentation de capital, de market cap. Énorme, énorme, énorme. Alors c'est pas impossible, mais ça ne se fera pas d'un coup comme ça, c'est-à-dire que tu ne verras pas, contrairement à certains qui te le disent, le Bitcoin à 100 000 d'ici 26 mars, hein, dans 3 jours, c'est pas possible, impossible.
Par contre, de pouvoir le voir doucement remonter, c'est pas impossible. D'abord, tu vois bien qu'on le voit, on le fait bien. C'est pas quand tu regardes de loin, c'est pas impossible. Donc oui, là, il y en a certains qui vont dire, on comprend rien à ton graphique. Moi, je comprends très bien. D'accord. Encore une fois, je le rappelle, bleu, long terme, technique, rouge, psychologique. Jaune, c'est le point que je vous ai expliqué des 27 000 et violet en bas, c'est les 22 000 que je vous explique, et violet en haut, c'est les points qui sont attendus, notamment du Fibonacci. Donc, dis-moi dans l'espace commentaire, pour tous ceux qui regardent jusque là, est-ce que tu penses qu'on devrait voir Bitcoin d'ici le mois d'avril, juin, avril, mai, juin, plutôt retracer, voire retracer énormément sur les différents paliers que je t'ai dit, et dis-moi du coup le palier que tu penses pouvoir voir d'ici là. Donc je t'ai expliqué les différents paliers qui sont importants, c'est 51, donc tu les retrouves, hein, je t'ai expliqué tout à l'heure, 51, c'est 42, c'est 27. On va s'en mettre que 3 parce que sinon on va péter un câble. Donc tu vois, c'est vraiment les 3 gros rebonds qu'on a eu. Donc dans les commentaires, tu me mets 27, 42 ou 51 en fonction de ce que tu penses. Ça, c'est pour ceux qui pensent que ça va baisser. S'il y en a qui pensent qu'on va vraiment s'ennuyer, qu'il va rien se passer, vous allez mettez-moi dans le commentaire ennui total ou un truc là-dessus si vous pensez qu'on va s'ennuyer. Et après, pour les paliers plus hauts, expliquez-moi selon vous pourquoi vous pensez qu'on pourrait aller taper 80, 90 voire 100 000 $ d'ici le mois de juin. D'accord? N'oubliez pas que on va avoir le halving qui va faire beaucoup de bruit. Non, le halving n'est pas une division par 2 du prix du Bitcoin, parce que je l'ai beaucoup trop vu, c'est un petit peu drôle. Mais bon bref, dites-moi en commentaire et on regardera ça ensemble, bien évidemment dans le Discord, on en débattra, je réponds à tous les commentaires comme d'habitude. Ok? Mais bon, voilà, je pensais que c'était intéressant de vous faire une petite analyse sur ce qui peut potentiellement se passer, et du coup les différents points à surveiller, parce que ça, je sais que pour tout le monde, c'est pas forcément quelque chose que vous savez ou que vous avez envie de prendre le temps de savoir faire, bref. Donc voilà. En ce qui concerne un petit peu les marchés un peu plus court terme, voir ce qui s'est passé depuis ces dernières 24 heures. Quand tu regardes Ethereum, et ben du coup Ethereum a bien rebondi et est repassé au-dessus des 3300, retour à 3500 et pour l'instant, on verra. On verra. Franchement, c'est pareil, retour dans l'hésitation là, entre 3000 et 3300 et 3600. Franchement, j'en sais rien. Là, je vous ai pas mis la lumière bleue pour rien derrière. Hein. Sur le court terme, hésitation totale. On est revenu dans la zone d'hésitation totale. Du coup, tu vois que Ethereum a regagné un petit peu de force sur Bitcoin. Donc, je ne vais pas montrer ADA, forcément, il ne s'est rien passé. Le Solana, ben là, en ce moment même, c'est dommage parce qu'au moment où je tournais la vidéo, il était en train de. Au moment où j'ai commencé, on était retourné à 190 et on bougeait pas trop. Et là, pour le coup, ça respiration du Solana. Bon. Le Solana a eu une progression énormissime, notamment dû au nombre de projets qui se mettent dessus, la degen, donc les projets un petit peu memecoin, etc., shitcoin qui ont explosé plus ou moins un peu de partout. Bref, regarde le nombre de projets qui se créent sur Solana tous les jours, c'est indécent. Bref, pour l'instant, grosse respiration. Le BNB s'en sort un petit peu mieux. Le XRP, je t'en ai parlé tout à l'heure, il se passe rien. Avalanche qui retrace et après, en fait, tu vois, t'as du vert par rapport à hier, mais si tu regardes, c'est pas énorme. Hein. Il y a pas mal de choses qui se passent pas grand chose, pas comme prévu. Hein. Tu vois, regarde tous ces points-là, il se passe pas grand chose. Le Matic, il est retourné, hésité sur les 1 $, et pour l'instant, il a l'air de vouloir rebondir sur les 1 $ et repartir à la baisse. Franchement, affaire à suivre. Il n'y a que le Doge, je crois, qui s'en sort très bien, qui est revenu rebondir sur les 16, mais c'est pareil. Regarde comment c'est vraiment important de mettre et de savoir mettre les résistances et les points. C'est toujours des choses qui sont très propres en général. On a le Shiba aussi qui hésite pas mal. Le Floki qui était revenu assez haut, hein, franchement, et là qui se rééclate la tronche à 0,21. Voilà, franchement, je sais pas trop quoi te dire. On a le même, voir le PEP, ça c'est normal, on s'en fout un peu. Le Link qui essaye de repasser au-dessus des 18,2. Pour le coup, c'est pas trop mal, on verra bien. Bon, ça c'est les points que je t'explique. Dis-moi aussi dans les commentaires, tiens, si tu veux qu'on mette dans la liste, qu'on regarde un petit peu tous les jours, un ou deux tokens supplémentaires. Le Jupiter qui explosait bien et qui un petit peu stagne. Le Dimension, il se passe plus rien. Le STRK, il se passe plus rien. Voilà. Je pense qu'on a fait rapidement le tour un petit peu de tout ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui. Ouais les amis, j'espère que vous avez kiffé un petit peu cette vidéo, un petit peu différente des autres, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur Bitcoin sur les 3 prochains mois, hein, comme je te l'ai mis dans le titre. En attendant, j'espère que tu as bien lâché ton like, ton commentaire et que tous les nouveaux se sont abonnés et ont activé la cloche.
C'était du coup Cryptéo, je vous retrouve en live comme d'habitude le vendredi, le mercredi et le lundi aux alentours de 18 h. Sinon vous avez une vidéo longue qui tombe sur les news tous les jours sur la chaîne et vous avez des petites vidéos courtes d'explications de news, de tutos, de finances qui tombent aussi tous les jours. Donc abonnez-vous, regardez et surtout likez. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Ciao les amis!